Non, non, c'est pas tout à fait ça. Je voudrais revenir sur ces images qui sont d'une violence insoutenable et notamment dénoncer fermement les jeunes qui sont autour, donc qu'on entend rire, qu'on entend ricaner. Il y a vraiment une prise de conscience de ce qu'est la vie en société, de ce qu'est le respect que l'on se doit aux uns aux autres. Effectivement, je suis choquée par le fait que ce soit un adolescent garçon qui frappe une fille et que les autres, en tout cas, il y a un garçon qu'on voit de dos qui cautionne finalement la scène, c'est absolument insoutenable. Alors dire que nous ne faisons rien, je crois que si on avait une solution, ça se saurait, car ces phénomènes de violence, il faut cet événement qui met le phare une fois de plus, mais ça n'est pas nouveau, hélas, c'est quelque chose qui monte, la difficulté à se parler avec respect, y compris au sein du Parlement, je voudrais le souligner, est quand même notable. Et je crois qu'effectivement, il faut, je vous rejoins, des mesures éducative au sens large, qui inclut la totalité des acteurs autour de l'éducation d'un enfant, c'est-à-dire peut-être ses parents, mais pas sous la forme de sanctions. C'est pas facile d'être parent dans le monde d'aujourd'hui. Et également la communauté éducative au sens large, l'école, les accompagnants, les clubs à côté. Il y a tout un ensemble d'acteurs. Vous savez, j'ai l'impression 20 ans qu'on entend ça. Non, mais bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer, il faut s'en donner les moyens. Il faut reconnaître que là, on a aussi une politique de la ville qui se met en place, qui nous aidera, les élus qui sont également sollicités. C'est complexe. Si c'était facile, ça se saurait. Il y a depuis longtemps qu'on aurait trouvé des solutions. Ça tombe très bien. Nous avons déjà créé 6 000 postes de police et de gendarmes cette année. Il y en a encore d'autres à venir, puisqu'on va monter à 10 000 postes créés sur le quinquennat. La formation qui va avec. On ne forme pas un policier ou un gendarme du jour au lendemain. Vous avez lu le livre de ce journaliste. Il faut laisser parler les autres. Nous ne sommes tout à fait d'accord avec les conditions. Il y a un plan immobilier de 900 millions d'euros qui va à son terme. Il y a 2300 véhicules. Enfin, on ne va pas citer les chiffres en pâture. Il y a un certain d'actions. Ça permet d'éviter les scènes de Drancy. Ça, on peut y revenir. Je réponds à Mme Simonet. Non, là, nous étions dans des actes de violence pour lesquels je voudrais revenir à la notion de chaîne pénale. Et ça, c'est beaucoup plus important. Les notions les comportements qui rejoignent l'hyperviolence qu'on a vu tout à l'heure, qui sont des comportements qui ne devraient pas avoir lieu, parce que derrière tout ça, il y a des gens qui vivent dans le quartier, qui vivent donc dans un sentiment de « je ne vais pas pouvoir sortir de chez moi ». Donc ça, il faut une réponse pénale complète et qui, pour moi, signifie 3 choses. Il y a un triptyque sur lequel repose cette sécurité. La police, certes, donner les moyens, on est en train de le faire à la police de réagir, qui elle-même exprime le fait que vous êtes bien gentil, mais il nous faut une justice qui garantisse qu'il y ait une impunité zéro, et c'est pas une histoire de tolérance, c'est une histoire d'impunité zéro. Et le 3e pilier, c'est l'emploi. Parce que dans une société prospère où les gens ont du boulot, où les gens travaillent, où les gens ont un revenu, où les gens peuvent vivre dignement, il y a beaucoup moins de violence. Donc après, on peut mettre en place tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas les 3 qui constituent l'ensemble d'une chaîne efficace, on n'arrivera pas à résoudre. Il n'y a pas que les lieux de culte, il y a aussi un certain nombre d'associations, de structures qui se veulent éducatives, entre guillemets, soutien scolaire, etc., sportif ou que sais-je, et qui professent aussi, qui propagent des comportements qui se veulent aussi également au-dessus ou en dehors, en tout cas en marge des lois républicaines. Et puis, ça peut peut-être faire le lien avec un de vos autres sujets. Il y a aussi des comportements déviants, notamment liés à la fraude sociale, qui vont alimenter des circuits internationaux et qui, là aussi, sont... Effectivement, ce que dit Julien Bach est très important, la notion de domicile, de la notion de propriété privée. Ce sont 2 choses distinctes en droit français. C'est ça qui nous fait buter. Et en plus, il faut ajouter à ça que la protection du propriétaire, s'agissant là en l'occurrence d'une résidence secondaire, qui allait devenir son résidence principale, mais qui ne l'était pas encore, qui a une différence dans la protection du propriétaire. N'est pas la même que la protection du propriétaire en cas de résidence principale, là où il a justement son domicile. Et là, alors moi, je suis particulièrement concernée parce que moi, je représente des Français qui ont choisi d'avoir une maison en France pour avoir un capital retraite parce qu'ils vivent dans des pays où ils n'ont pas de retraite constituée. Et ces gens-là vivent dans la crainte permanente que leur résidence, qui est leur capital retraite, qui est parfois une petite chose, c'est un petit appartement, c'est pas des grandes propriétés somptueuses, mais ce capital retraite qu'ils ont préparé justement pour ne pas dépendre de nos... Il n'y a que de changer vous la loi, vous êtes dans la majorité. C'est un vrai sujet qui traîne depuis très très longtemps, surtout depuis trop longtemps, et qu'il faut résoudre. On a le souci néanmoins de la protection du locataire, que je peux entendre, mais là, il s'agit de locataires qui est dans des lieux de façon légale, et la poursuite de l'occupant illégal, et là c'est tout à fait autre chose, et là il faut pouvoir renforcer la loi pour permettre de mettre dehors des squatteurs. Madame Simonet, vous êtes en train de dire que finalement, au prétexte que je n'aurai pas de logement, ce qui est une situation dramatique contre laquelle il faut agir, et nous avons effectivement des moyens qui sont mis en œuvre et déployés en ce moment, si je n'ai pas de logement, j'ai donc le droit de prendre celui de quelqu'un d'autre. C'est absolument inacceptable cette réponse. Cette réponse, c'est tout à fait ce que vous avez dit. C'est exactement ce que vous avez dit. Nous sommes 3 à l'avoir compris. L'obligation du gouvernement d'appliquer la loi de réquisition pour faire en sorte que sur le territoire de la République, personne ne dorme à la rue. Ça, c'est autre chose. La réquisition d'un logement vide, elle est différente de la
la prise d'un logement vide par quelqu'un qui n'a pas le logement. Ça n'a rien à voir. Vous l'avez dit, il y a de la loi. En l'occurrence, encore une fois, on ne peut pas considérer que le logement en question était vide dans le cas qui nous concerne. C'est une décision secondaire. Et d'ailleurs, la décision de justice leur donnera raison. Concernant la réponse à apporter au phénomène absolument inacceptable et qui n'est pas anodin, qui n'est pas unique et qui se répète beaucoup plus qu'on ne croit, des squats de logement, là, la loi est clairement pas adaptée et il faut certainement se poser la question de la modifier. Le problème de données, de croisement de fichiers. Je vais donner un exemple très simple qui me concerne personnellement. Il y a longtemps de ça, lorsque j'étais partie de France, au bout d'un an après avoir quitté le territoire français, vous ne pouvez plus prétendre à la couverture par l'assurance maladie. C'est terminé. De nombreuses années après mon départ de France, l'un de mes enfants est victime d'un petit accident et se retrouve hospitalisé. Et je lui dis, attention, préviens bien que tu ne dépends pas de la sécurité sociale. Nous enverrons les justificatifs d'une assurance privée. Eh bien, je vous le donne en mille, l'hôpital a dit non, on vous a trouvé dans les fichiers alors qu'il avait quitté la France depuis 6 ou 7 ans, qu'il ne pouvait absolument pas bénéficier, il était majeur, donc il ne pouvait pas du tout bénéficier de la protection maladie. Et là, j'ai le regret de dire que c'est les citoyens français qui, à travers leurs impôts, ont payé les frais d'hôpital de mon fils. Je trouve ça absolument scandaleux. Et j'ai essayé d'écrire pour dire non, je vais vous payer moi-même. On m'a dit non, on ne sait pas faire, on ne sait pas percevoir votre argent. Donc voilà un exemple qui vous prouve que le croisement des fichiers, le croisement des données, on ne sait pas faire. Si tout le monde a le constat, si tout le monde dresse le bon diagnostic, pourquoi on n'a pas le bon remède? Enfin, c'est si compliqué que ça, techniquement, de croiser des dossiers. S'agissant des logiciels, je vois par exemple sur un autre ministère qui est aux Affaires étrangères, l'interconnexion des logiciels de différentes sources, que ce soit pour donner des visas, pour instruire des passeports, des cartes d'identité. J'ai compris que c'était infiniment compliqué. Quand je leur ai dit, écoutez, il faut peut-être revoir le système à la base, refaire un système neuf, plutôt que d'essayer d'interconnecter des systèmes existants, on dit, oulala, surtout pas, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop compliqué. Même presse, puisque ça a été annoncé à grand renfort de communication avant l'été, qu'il y allait justement avoir des moyens déployés pour pouvoir lutter contre le non-recours aux droits sociaux. Ça, c'est une chose. Là, nous parlons de la lutte contre la fraude sociale. Et la fraude sociale, je voudrais rappeler, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des particuliers qui sont en jeu, c'est vrai, mais il y a aussi des entreprises. C'est la fraude à la TVA, aux cotisations sociales. Des établissements de santé qui surfacturent, des ambulances, des taxis conventionnés, ça existe aussi. Ce ne sont pas que des particuliers. Je ne voudrais pas qu'on croie ici que uniquement des particuliers sont responsables de fausses cartes vitales. Non, pas du tout. La fraude sociale, c'est beaucoup plus vaste, d'où les chiffres qui sont avancés. Et la difficulté, il ne faut pas oublier que, par exemple, les organismes de prestations sociales, ça a été dit par l'une des rapporteurs de la mission sur le sujet, Carole Grandjean, qui le disait chez un de vos confrères hier, en disant qu'il ne faut pas oublier qu'en plus, quand on demande aux organismes de prestations sociales, ils sont là pour délivrer des prestations sociales, pour justement ceux qui devraient en bénéficier alors qu'ils ne les demandent pas. Leur métier, leur fonction, leur périmètre n'est pas d'être les gendarmes de ça. Oui. Donc il faut organiser pour qu'il y ait un gendarme par ailleurs qui puisse contrôler. Mais vous êtes conscient que la démat